C'était l'aube de l'indépendance. Les idéaux de Mahatma Gandhi avaient aidé l'Inde à gagner sa liberté et à la séparer d'une monarchie qui l'exploitait. Gandhi accomplit ceci à l'aide des principes de non-violence et de mobilisation des masses. Il croyait dans la force colossale de la classe laborieuse unifiée contre la tyrannie d'une classe dirigeante qui ne se préoccupait pas d'elle. Fidèle à ses promesses, il aida l'Inde à obtenir le Swaraj, le droit de se gouverner soi-même pour le bien du pays et de ses habitants. À cette époque, une jeune fille timide d'une bonne famille Gujarati fut profondément influencée par les enseignements du Gandhi et par la démonstration de leur efficacité. Née en 1933, elle avait été témoin de la dernière et de la plus intense phase de la lutte pour l'indépendance. Cette période laissa une marque indélébile sur cet esprit jeune et impressionnable. Ce fut le commencement d'une phase de prise de conscience sociale qui allait plus tard se transformer en un mouvement en faveur de la justice sociale et de l'émancipation des plus pauvres. Cette femme d'une volonté inébranlable n'était autre que Madame Allahabad. À cette époque, Ella était émerveillée par les histoires du combat pour la liberté. Toute sa famille, y compris ses grands-parents et ses oncles, étaient emprisonnés par les Britanniques en raison de leur participation à la lutte. Ella avait l'habitude de s'étonner de la force intérieure de ses tantes et d'autres femmes qui assumaient toutes les responsabilités en l'absence des hommes, sans se plaindre. Ella était impressionnée par l'engagement de sa famille pour son pays. Enfant, elle lut des livres sur les héros indiens et rêva de lutter pour l'indépendance de son pays. Ella voulait suivre les pas de son père et étudier le droit afin d'aider les pauvres et défendre leurs droits, mais son père n'avait pas très envie qu'elle poursuive ses études. Je ne crois pas que mon père ait eu de grands projets pour mon éducation, mais ma mère était forte et elle insista, et ainsi je m'inscrivis plus tard en droit. Dès les premiers jours d'université, Ella s'intéressa aux activités d'édification de la nation. Est-ce que l'Inde devait avant tout construire des usines ou devait-elle se concentrer sur les classes les plus défavorisées du monde rural et développer leurs compétences ? Gandhi croyait que le cœur de l'Inde gisait dans le monde rural. Ceci encouragea Ella à en savoir plus au sujet des villages indiens. Tandis qu'elle était à l'université, Ella s'engagea dans le premier recensement général de l'Inde indépendante. Elle fut confrontée à la dure réalité des conditions de vie des gens et résolut de faire quelque chose pour eux. Gandhi avait montré la voie et c'est ce que nous avions appris pendant les années d'école et d'université. Et ensuite, par bonheur, mon mari était aussi dans cela. Donc, il me donna plus d'informations, des livres d'histoire, etc. Et nous avions aussi des discussions avec ses amis. Je pense donc que Gandhi et le mouvement pour l'indépendance ont été centrales. Une fois qu'Ella eut obtenu son diplôme de l'école de droit, elle découvrait qu'il ne lui était pas permis d'exercer le droit dans la juridiction de son père à Ahmedabad, où celui-ci était juge de district et de Session Judge of Ahmedabad. Elle décida en conséquence de rejoindre la TLA, Textile Labour Association, le plus ancien syndicat ouvrier de l'Inde. Elle savait que c'était un moyen d'aider les pauvres. Peu de temps après, elle se retrouvait devant le tribunal et plaidait des affaires impliquant des ouvriers du textile. Ceci lui ouvrit les yeux sur le fait qu'il y avait des gens qui travaillaient dans d'autres secteurs de l'économie et qui ne bénéficiaient d'aucune protection juridique. J'ai rejoint l'organisation en 1954. À ce moment-là, j'ai immédiatement été affectée au département du travail. Ensuite, une année plus tard, on m'a demandé de rejoindre la section dédiée aux femmes. À l'époque du mouvement pour l'indépendance,
50% des adhérents étaient des femmes. Elles travaillaient où elles pouvaient pour gagner quelque chose. Elles faisaient du tissage, mais ces emplois étaient menacés à cause de la modernisation des usines textiles et du fait que de nouvelles machines étaient en train d'arriver. La formation au maniement de ces machines fut réservée aux hommes et les femmes furent exclues. Lors d'une visite de 3 mois en Israël pour une série de conférences, elle eut l'idée de constituer un syndicat pour aider ces femmes. Je pense que c'est là que j'ai appris ce qu'est l'action bilatérale des syndicats et du gouvernement, et en particulier en référence à ceux qui étaient à leur compte. J'ai parlé d'organiser les femmes du secteur informel qui préféraient s'appeler travailleuses indépendantes. Nos dirigeants, étant gandhiens, étaient très heureux. Je ne crois pas qu'ils aient réellement compris ce que cela signifiait et quelles en seraient les implications plus tard. Mais ils consentirent. Et c'est ainsi qu'en 1972, j'ai été en mesure d'organiser les femmes travaillant en indépendance dans un syndicat appelé SIWA, un syndicat ouvrier. Ella créa le Self-Employed Workers Association en 1972, avec l'idée unique de syndicaliser les ouvrières qui n'étaient pas organisées. À sa grande surprise, les femmes se montrèrent très réceptives à l'idée de créer leur propre syndicat. Donc, elles se demandèrent « Qu'est-ce qu'un syndicat ?» Je leur ai dit que c'était une façon de se réunir et qu'il fallait aussi s'engager. Et elles demandèrent « Comment faire ?» En payant une cotisation régulièrement, tous les ans, tous les mois. Elles demandèrent « Alors combien ?» Je leur répondis « Seulement 3 roupies par an. » Aussi, commencèrent-elles à sortir l'argent de leur sac et à donner chacune 3 roupies. Et j'ai vraiment été très impressionnée par leur façon de disposer librement de leur argent. Nous allâmes donc nous faire enregistrer comme syndicat au centre d'enregistrement des syndicats. Et comme vous pouvez être un syndicat alors que vous n'avez pas de relation employé-employeur, et contre qui allez-vous protester et dans quel but? Nous répondîmes que oui. Il était en effet difficile d'indiquer exactement un employeur, mais qu'il y avait plutôt un grand nombre d'employeurs contre qui nous devions faire valoir nos droits, et que le but d'un syndicat n'est pas seulement de combattre, mais aussi de développer des liens de solidarité parmi les travailleurs. Le rôle de SIWA est celui d'un catalyseur permettant de rendre les femmes indépendantes. SIWA a une approche intégrée vis-à-vis du développement des sociétés. Il organise des programmes de formation dans le domaine de la santé, des soins à donner aux enfants, de la propreté, de l'hygiène, etc. Le but est d'intégrer ces femmes et indirectement leurs familles dans la société et de faire reconnaître leur rôle dans la société. 2/3 des membres du SIWA vivent dans le monde rural. Les activités du SIWA sont réparties dans 11 districts du Gujarat. Mais parce que le but du SIWA n'est pas seulement la croissance économique, il étudie les problèmes de chaque région et trouve les solutions, avant d'encourager les femmes dans des activités économiques. Dans certains districts qui n'ont pas d'eau potable, les femmes passent une partie de la journée à aller puiser de l'eau à des kilomètres, ce qui fait qu'elles n'ont plus le temps ensuite pour d'autres tâches. SIWA essaye d'abord de résoudre le problème de l'eau en construisant des barrages de contrôle et des réservoirs et encourage ensuite les femmes à travailler pour obtenir des avantages économiques. Des activités comme la garde d'enfants, la broderie, l'établissement de laiterie, la conservation des eaux ont été entreprises par SIWA dans le monde rural. SIWA fournit ainsi des matériaux bruts nécessaires et aide les artisans à adopter des dessins de style contemporain. Il les aide ensuite à commercialiser leurs produits sur les marchés locaux et internationaux. Ces femmes ont commencé à venir et à parler de leurs problèmes et des questions qu'elles se posaient. Parmi ces questions, il y avait 2 problèmes financiers de base dont elles discutaient et parlaient. Il s'agissait tout d'abord d'un manque affectif. Une vendeuse de légumes, par exemple, empruntait 100 roupies le matin et devait rembourser 110 le soir. Une couturière n'avait pas de machine à coudre. Donc,
Leurs revenus étaient très bas. C'était là leur problème, et une grande partie de ce revenu allait aller au remboursement d'intérêts ou de prêts. Alors que les activités de Siwa prenaient de l'ampleur, ils ont eu besoin de créer des liens entre ces femmes et le secteur des banques publiques pour qu'elles puissent placer leur économie et obtenir des facilités de crédit. Mais bien que ces femmes étaient indépendantes économiquement, elles étaient illettrées et les procédures bancaires ne leur étaient pas familières. Il leur arrivait quelquefois de confondre les noms des banques et d'aller dans une autre banque que la leur. Elles avaient aussi l'impression qu'elles n'étaient pas traitées comme les autres clients et que le personnel leur faisait affront. Ces femmes discutèrent alors et décidèrent de créer leur propre banque. Une banque, elles seraient traitées avec respect et où leurs problèmes seraient compris. Aussi, en 6 mois, elles collectèrent un capital social de 100 000 roupies et prirent contact avec les autorités pour être enregistrées. Mais ce ne fut pas facile. Nous avons eu beaucoup de difficultés à faire enregistrer la banque, car ils nous demandaient comment une femme, qui ne pouvait pas signer son nom, serait capable de gérer son compte. Et notre réponse était que ces femmes, bien que ne sachant pas signer leur nom, étaient très actives sur le plan économique et avaient besoin de services bancaires, et que la raison pour laquelle on demande à quelqu'un de signer son nom est que l'on veut le reconnaître et qu'il y a d'autres moyens d'identifier une personne. Par exemple, en prenant ses empreintes digitales ou sa photo. Donc, nous sommes aujourd'hui encore appelés une banque d'empreintes de pouce. Le nom banque d'empreintes de pouce nous est resté. Un autre service financier dont elles avaient besoin est un système intégré d'assurance qui couvre la maladie, les frais médicaux, le décès, le veuvage, la perte de revenus et la maternité. Elle a compris l'importance de ce genre d'assurance lorsqu'en 1973, elle fut témoin d'un sanglant accident impliquant Kandou Rana, un tireur de charrette. Ella s'engagea dans une bataille juridique qui dura 9 ans pour obtenir une indemnisation à Kandou Rana au nom de l'acte d'indemnisation des travailleurs. Inspiré par le travail d'Ella, Michel Walsh, un courtier en investissement américain, créa la Banque mondiale des femmes, Women's World Banking, pour aider les femmes à travers le monde à obtenir des prêts. En 1979, elle a été récompensée par le prestigieux prix Raymond Magsaysay pour sa promotion de l'initiative personnelle parmi les plus défavorisées. Elle fit don du prix en argent de 20 000 $ pour que soit créé un fonds de dépôt Maïla Seva qui étendrait son aide aux femmes qui, pour diverses raisons, ne pouvaient pas travailler pendant une courte période de temps. En 1981, la relation qu'elle a avec TLA rencontra de grandes difficultés. Les choses s'envenimèrent à cause d'un désaccord portant sur des questions sensibles. Ella fut forcée de se retirer, elle et son organisation Siwa. Ce fut la première fois qu'elle comprit vraiment ce qu'est la peur qu'inspirent les plus défavorisés. Je parlais très franchement et hardiment, et je n'ai clairement pas été très diplomate. Tout cela se sut, et soudainement je devins un héros au sein de la classe ouvrière, et fus honni au sein de la classe moyenne. Si bien que des pierres furent jetées sur ma maison. Mais si c'était le prix à payer, j'y étais prête. Nous étions dans une situation critique. La première chose que l'on nous a dite fut de quitter les lieux. Et comme nous n'avions pas de bâtiment, comment pouvions-nous faire fonctionner la banque? Mais nous eûmes le soutien de nos employés et de nos adhérents qui nous dirent « Ne vous inquiétez pas, s'il le faut, nous ferons fonctionner notre banque sous un arbre. »
Maintenant que Siwa n'était plus sous le parapluie de TLA, elle a compris qu'être un syndicat n'était pas suffisant. Elle créa des coopératives qui donneraient aux travailleurs le pouvoir de négocier. Ce fut le début d'un mouvement comprenant 70 coopératives, impliquant différents secteurs d'activité, allant des laiteries, des gardes d'enfants, des ateliers de couture, de l'artisanat à la fabrication de l'encens, des bidis et ainsi de suite. Ce qui est unique dans la démarche GELA, c'est qu'elle étudie l'ensemble du mode de vie des femmes qui travaillent pour comprendre leurs problèmes et trouver des solutions basées sur leurs propres suggestions. La méthode de Siwa, consistant à s'attaquer aux problèmes de base, a porté ses fruits. Aujourd'hui, les membres de Siwa sont au nombre de plus de 300 000 femmes. La croyance centrale de Siwa est que tout être humain possède un potentiel et des capacités qui ont besoin d'être guidées et formées. Cette croyance a conduit à la création de l'Académie Siwa. Siwa nous a aidés à trouver des solutions à nos problèmes. Quand j'ai eu des problèmes financiers, Siwa m'a fourni un prêt bancaire et m'a ouvert un compte épargne. La banque nous a fourni une police d'assurance et nous avons bénéficié de frais médicaux gratuits. Siwa nous a prêté de l'argent pour les mariages et pour tout autre événement et nous aide encore maintenant. La croyance centrale de Siwa est que tout être humain possède un potentiel et des capacités qui ont seulement besoin d'être guidés et formés pour leur permettre de s'épanouir. Cette croyance a conduit à la création de l'Académie Siwa. Comprenant l'importance de la vidéo dans l'apprentissage, elle a invité Martha Stewart, qui vit à New York, à former les femmes de Siwa à communiquer en utilisant le support vidéo. La chose que j'aime le plus chez Ella est sa vision. Elle a 20 ans d'avance. La qualité qu'elle a, c'est qu'elle pense d'un côté à un niveau macroscopique, mais lorsque nous rencontrons le moindre problème, nous pouvons compter sur elle. Elle nous écoute et nous donne des conseils et nous guide. Siwa est aujourd'hui le plus grand syndicat ouvrier organisé du pays. Il y a plus de 320 000 membres. Au niveau de son implantation, il est présent dans 5 ou 6 États du pays. Il est aussi présent en Afrique du Sud. Siwa est connu ici comme le nom de Sévu. On trouve encore Siwa à Istanbul et aussi bientôt au Zimbabwe et au Yémen. L'extension n'est pas tellement celle du nombre d'adhérents que celle du concept. Des femmes qui sont travailleuses indépendantes, travailleuses temporaires, qui travaillent dans le secteur informel et qui ne sont pas organisées et qui n'ont aucune protection, peuvent se rassembler et créer une organisation. Une organisation qui peut prendre n'importe quelle forme, celle qui convient au pays et au lieu. Pour Siwa, le travail est au centre de toutes les activités. Ce qui me gêne le plus, c'est la pauvreté. Et quelle que soit la façon dont le pays essaye de progresser, la pauvreté la tirera toujours en arrière. Donc, la pauvreté doit être éradiquée. Je ne pense pas que dans un pays comme le nôtre, où tous les gens, en particulier ceux qui résident dans le monde rural, sont illettrés, ce n'est pas grave, parce qu'ils ont des ressources importantes et c'est pourquoi ils survivent. Ce facteur doit être reconnu et ils doivent se rassembler et on doit les conduire vers les technologies modernes, vers les marchés modernes, les outils modernes, les connaissances modernes. Ils peuvent beaucoup contribuer au sentiment de connaissance. Alors ceci doit être l'agrandissement et le développement de nos qualités, donc personne ne pourra nous acheter. Après avoir dirigé le mouvement de masse Siwa pendant 25 ans,
Elle a démissionné des responsabilités qu'elle exerçait au secrétariat général de Siwa, mais elle continue à servir le mouvement aujourd'hui encore. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई